Euh, Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour d'où ce que vous êtes. Aujourd'hui, Cadanthropus Web Media a l'honneur et l'occasion, l'opportunité d'avoir comme invité le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zein, qui a dirigé les pourparlers avec les politico-militaires à Doha depuis 5 mois. Nous n'avons pas à le présenter, c'est un visage connu de nos compatriotes et à l'international. Et nous allons aborder avec lui 2 à 3 sujets pour que certaines choses puissent être clarifiées. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Tout l'honneur est pour nous pour vous accueillir sur Cadanthropus Web Media. D'emblée, vous avez passé 5 mois. 5 mois qui n'ont pas été faciles. Et il y a eu des hauts et des bas avec les politico-militaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez retenu? Merci de me donner cette opportunité de m'adresser aux téléspectateurs et lecteurs. Et justement, nous avons passé 5 mois extrêmement difficiles que peut-être ceux qui ont suivi notre séjour à distance ne pourront pas comprendre les genres de difficultés auxquelles nous nous sommes trouvés confrontés. D'abord, pendant les 2 premiers mois, en tant que délégation gouvernementale, nous avions fait preuve vraiment de retenue par rapport à la méthode choisie par le médiateur, parce qu'en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de nous conformer donc, aux orientations reçues du pays hôte, qui a souhaité qu'il n'y ait pas d'interférence dans sa manière de conduire les pourparlers. Donc pendant 2 mois, nous avions observé, et l'autre difficulté est que dès notre arrivée, certains politico-militaires, peut-être venus avec des a priori, ont balancé sur les réseaux sociaux que nous sommes venus avec des milliards pour acheter des consciences. Donc, et certainement, cela nous a rendus encore plus réservés parce qu'au début, on pensait pouvoir visiter les uns et les autres, rencontrer, échanger, mais cette information balancée peut-être à dessein, juste pour chercher à maintenir les 2 parties à distance. Cela nous a rendus encore plus réservés, nous sommes restés observés. Mais quand, au bout de 2 mois, nous avions constaté que rien ne bougeait et que la méthode certainement choisie par le pays hôte, qui consistait d'abord à faire la diplomatie de navette, donc d'un projet de texte, et là également, il faut expliquer qu'en partie, c'est un peu la difficulté posée par l'incapacité de groupes politico-militaires à pouvoir désigner 10 représentants comme le médiateur le leur avait demandé. Or, nous avons désigné dès le départ 10 délégués au nom de notre délégation, et chaque fois qu'on se trouve en plénière avec les politico-militaires, d'un côté nous sommes 10 et de l'autre nous avons 100 quelques. Certainement, tout cela a rendu les négociations beaucoup plus difficiles, et je ne veux pas entrer dans certains détails, mais au niveau de au-delà de la méthode choisie par le médiateur, je pense qu'il y a d'autres considérations beaucoup plus peut-être liées à la personne qui a été chargée de gérer ces dossiers, qui ont davantage compliqué la tâche. Et je pense que chemin faisant, vu l'absence de progrès, le pays hôte a constaté de lui-même la nécessité donc d'apporter un certain nombre de corrections, et que donc certains officiels désignés pour s'occuper de notre dossier
ont été mises à l'écart pour que les choses puissent avancer. Et je pense que c'est depuis lors que les choses ont véritablement mise en route, et les contacts ont été plus faciles, et certainement le médiateur aussi a été beaucoup plus vigilant donc, aux préoccupations de deux parties. Et certainement, comme vous le savez, on est arrivé à un niveau où, au bout de 3 mois et quelques jours de négociations, après la navette du projet de texte, le médiateur avait soumis un projet de texte qui ne reflétait pas les discussions conduites pendant 3 mois. Et cela a suscité des réactions de part et d'autre, donc qui a amené le médiateur à retirer son projet et à en soumettre un autre. Voilà, donc depuis la dernière mouture du projet qui a été soumise, je pense qu'on a pu avancer jusqu'à ce qu'on arrive à la signature. Donc 5 mois certainement dans une chambre d'hôtel avec des discussions à travers des projets de texte sans des échanges directs, c'est un peu difficile, mais conscient de l'importance du caractère vital de notre mission, nous avions fait preuve vraiment de patience et de compréhension pour qu'on puisse donc obtenir le résultat que nous avions tous obtenu ensemble. Ce n'est pas une victoire du gouvernement ou une victoire de politico-militaire, je pense que c'est le Tchad qui a gagné. Très bien, je voudrais revenir sur le plan personnel, puisque, comme vous le savez, beaucoup vous en reprochez d'être entre 4 murs, vous n'êtes pas allé vers vos compatriotes. Est-ce que l'explication première que vous avez faite est la conséquence un peu de cette attitude-là? Mais justement, parce que, bon, d'abord, diplomate, par définition, est quelqu'un de réservé, parce que notre comportement est scruté, et tout acte posé donc est analysé et pourrait faire l'objet certainement de spéculations, de commentaires. Donc il est de mon devoir de ne donner aucun prétexte ni aux pays hôtes ni aux politico-militaires, donc de pouvoir me jeter en pâture ou dire voilà que je suis voilà un peu, je sais, parce que certainement par rapport à ce qui a été dit tout au début, que nous sommes venus pour acheter des consciences, d'abord cela nous a rendu extrêmement réservés, mais par la suite nous apprenons également de gauche à droite, parce que d'aucuns pensaient que c'est en faisant le tour des chambres des politico-militaires qu'on va rapidement régler le problème. Or, ce n'est pas un problème personnel qu'on est en train de régler. C'est un problème d'un pays, d'un État qui souffre certainement de beaucoup de maux qui les minent depuis son indépendance. Et par rapport à cela, c'est-à-dire il y a des principes fondamentaux qui doivent sous-tendre ces négociations. Et la méthode choisie veut que toutes les préoccupations de deux parties soient résumées dans un texte et que les parties se prononcent sur ce texte jusqu'à ce qu'on arrive à un point de consensus. Et certainement, cela ne nécessite pas qu'on fréquente les gens tout le temps, parce qu'en voulant fréquenter les uns et les autres, ne serait-ce que dans un cadre de courtoisie, on interprète facilement cette initiative comme une tentative, je ne sais pas, d'achat de conscience ou donc tout cela nous a amené vraiment à rester un peu réservé, à faire preuve de retenue, tout en sachant que l'objectif principal c'est de parvenir à un consensus à travers le texte qui faisait la navette entre les deux parties. Très bien. Passer cette explication assez claire, je pense, par rapport à nos compatriotes qui, sûrement certains, avaient des préjugés. Aujourd'hui, nous faisons le constat. Il y a des politico-militaires, une grande majorité qui a paraphé le document.
pour aller au dialogue national inclusif. Mais il y a aussi une partie, même si elle est infime, de nos compatriotes qui éprouvent des réserves. Quel est le message que vous leur adressez? Moi, je pense que l'accord que nous avions signé ici le 8 août dernier est un accord de portée historique. Il convient de rappeler que c'est pour la première fois que autant de mouvements politico-militaires, près de 43 d'un côté et le gouvernement de l'autre, après 5 mois de discussion, arrivent à signer un accord. Et cet accord n'est ni le document du gouvernement, ni le projet de politico-militaire, mais c'est un document qui résume les principales préoccupations exprimées de part et d'autre. Et je pense que vous aurez dû constater, comme nous, que ce document ne fait pas état d'un partage de postes ou de pouvoir, mais a eu pour objectif de créer les conditions optimales permettant aux politico-militaires d'aller participer au dialogue, parce que ce dialogue doit être inclusif. Et certainement, sans la participation des politico-militaires, le dialogue ne peut pas être inclusif. Et comme vous l'avez rappelé, donc une grande majorité a signé cet accord et le gouvernement s'est engagé à respecter tout ce qui est consigné dans cet accord. Et à ce titre, nous, juste peut-être après la signature, on aurait pu rentrer. Mais comme il y a certains signataires de cet accord ont souhaité également rentrer, on a dû retarder notre départ pour que ceux qui veulent au moins aller à N'Djamena puissent également rentrer avec nous. Et au niveau de N'Djamena, certainement le gouvernement va faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ceux qui rentrent soient accueillis, soient installés et que les formalités nécessaires à leur participation au dialogue national inclusif et souverain soient bien prises. Donc, sur ce plan, je le répète, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'appréhension vraiment à nourrir à partir d'ici. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que rien ne puisse arriver à qui que ce soit. Vous êtes en train de toucher la dernière question, on se fera là-dessus. Mais non, la question, elle est simple. Aujourd'hui, il y a une entité de politico-militaires qui, eux, par exemple, je prends le FACT, qui dit qu'ils sont ouverts au dialogue. Ils restent toujours ouverts au dialogue. Est-ce que, quelque part, pas que le FACT, même les autres camarades, il y a une fenêtre qui est ouverte pour que les discussions avec eux puissent continuer et qu'ils puissent intégrer ce dialogue-là en levant les quelques points peut-être sur lesquels ils ont des doutes? Moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre n'a jamais réglé quoi que ce soit. Et je pense que la guerre n'est pas une option. Donc, le dialogue doit prévaloir à tout moment. Et à ce titre, nous l'avions dit, nous répétons, cet accord est un accord qui a été signé par certains, mais qui reste ouvert. Très bien. Et c'est parce que pour donner effectivement cette fenêtre d'ouverture, que dans l'accord, il a été prévu qu'il puisse y avoir des annexes. Ça veut dire qu'à tout moment, un mouvement qui veut se joindre à cet accord a la possibilité de faire prendre en charge les points qui lui tiennent à cœur, donc dans cette annexe, pour que le document puisse être complété par un autre document. Et l'accord précise que toutes les annexes signées par le parti ultérieurement feront partie intégrante de cet accord. C'est-à-dire, quand on demande aux uns et aux autres de se joindre à cet accord, ce n'est pas pour refuser de faire des négociations parallèles. Mais cet accord est un accord cadre, un accord global, qui prend en compte les préoccupations de tout le mouvement politico-militaire. Et la communauté internationale dans son ensemble se reconnaît dans cet accord. Et le processus d'EDR est un processus qui ne peut pas être traité séparément avec chacun donc de mouvement. Et le cadre de financement est déjà fixé par cet accord. Et c'est pourquoi nous disons que l'accord est ouvert et que tout mouvement qui n'a pas encore signé peut se joindre à tout moment
s'il estime que ces préoccupations ne sont pas prises en charge. Mais moi, je pense que même ceux qui n'ont pas signé, s'il estime que l'accord est mauvais, je ne pense pas qu'il ait raison. Parce que si l'accord est mauvais, comme ils le disent, 43 mouvements n'auraient pas signé ce document. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Le document peut comporter des insuffisances, mais ces insuffisances s'expliquent aussi par la nature même des discussions qu'on a eues. Parce que quand vous vous engagez dans ce genre de discussion, vous êtes obligé de faire des concessions. Moi, je sais que dans l'accord, je pense au niveau de l'article, dans l'article 2.218, il y a presque 18 points. 18 points qui sont tous proposés par le politico-militaire. Et c'est des points sur lesquels il insiste pour que le dialogue se prononce sur tous ces points, y compris la réforme de l'armée, la question de l'inéligibilité des membres du CNT, la question de l'inamovibilité du Premier ministre qui sera désigné par le dialogue, la question de la traduction des auteurs de crimes de guerre devant la justice, et bien d'autres points, le plus important sur lesquels beaucoup de politico-militaires ont insisté. Or, dans le projet initial, aucun de ces points ne figurait. Donc ça veut dire que le gouvernement a fait des concessions majeures en acceptant que tous ces points soient inscrits dans cet accord pour être discutés au dialogue. Maintenant, il y en a certains qui disent que non, qu'on a renvoyé tout ça au dialogue, donc ce n'est pas sérieux, on aurait dû discuter ici. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on sera obligé d'avoir deux dialogues. Or, ce qu'on a fait à Doha, dès le départ, était appelé pré-dialogue. Ça veut dire une rencontre qui devrait permettre aux politico-militaires de venir à N'Djamena, de participer au dialogue. Et tellement que le gouvernement est flexible, ça je dois le souligner, parce que certains mouvements ont souhaité que le DDR soit remis après le dialogue. C'est-à-dire qu'on enclenche le DDR après le dialogue. Ça veut dire que vous conservez vos armes en armes là où vous êtes, vous pouvez conserver votre capacité de nuisance, mais vous pouvez venir en toute liberté participer au dialogue. Et à la fin du dialogue, si vous estimez que le dialogue était bâclé, vous avez la possibilité de repartir. On a même accepté cette condition. Donc ça veut dire que de notre côté, vraiment notre engagement est total, notre bonne foi aussi. Et je sais que parmi les politico-militaires aussi, il y en a beaucoup qui sont vraiment de très bonne volonté et qui pensent que Doha constitue une occasion historique pour que au moins l'ensemble des Tchadiens puissent se retrouver dans le cadre du dialogue national inclusif pour se pencher sérieusement sur tous ces maux qui gangrènent le Tchad depuis son indépendance. Et je pense que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Moi, je ne parle pas juste pour protéger un gouvernement, mais je parle de l'avenir du Tchad. Beaucoup ne comprennent pas ou ne mesurent pas le risque qu'on peut faire courir à ces pays. Si jamais le dialogue, je ne le souhaite pas, déraille, il faut s'attendre à des catastrophes. Et nous n'avons pas le droit de faire revivre donc tous les malheurs que le Tchad a connu dans le passé à notre peuple. Ce peuple a le droit, comme les autres, à vivre donc en paix et avoir également son mot. Et pour avoir son mot, certainement, il faut lui donner l'occasion d'aller à des élections libres, crédibles et transparentes. Monsieur le ministre, tous ceux qui ont approché le PCMT de près, et Dieu seul sait que vous êtes au quotidien, parlent de sa volonté, de sa disponibilité, de sa sincérité dans l'échange, qu'il a une capacité d'écoute énorme et qu'il s'est engagé dans cette voie-là. Pensez-vous qu'il y a des détracteurs qui n'aiment pas que le dialogue ait lieu? Bon, justement,
je peux confirmer que le PCMT a beaucoup de qualités humaines. Et effectivement, il a une très grande capacité d'écoute. Il est très patient. Et il a la volonté de laisser de très bonnes traces. Et il est conscient également de l'ampleur de sa mission. Et il souhaite tout faire pour que ce pays soit maintenu en paix, pour que cette transition soit vraiment une transition consensuelle et apaisée. Et je pense que c'est cette volonté qui l'a amené d'abord à envisager un dialogue inclusif et à insister pour que les politico-militaires, tous les Tchadiens, je me souviens déjà bien avant que nous on soit désignés comme représentants du gouvernement pour venir à Doha, déjà dans le cadre du comité technique et spécial présidé par le président Goukouni, il disait que je ne veux voir aucun Tchadien en marge de ce dialogue qu'on veut organiser. Qu'il soit exilé politique, qu'il soit opposant armé, qu'il soit un Tchadien simple mécontent à l'étranger, fait tout pour que tout le monde participe. Donc ça veut dire qu'il est conscient vraiment de sa mission, surtout des charges qui sont les siennes par rapport aux attentes du peuple tchadien. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas voir ce dialogue réussir? Je pense qu'il y a beaucoup d'agendas au Tchad qui sont de nature à créer des conditions d'instabilité, parce que il y en a certains qui rêvent peut-être d'un chaos pour diviser le pays. Il y en a d'autres qui pensent que tant qu'il y a la paix, la stabilité, ils ne vont pas trouver leur compte. Donc il faudra tout faire pour qu'il y ait des troubles et que par rapport à ces troubles, ils pourront se positionner pour assouvir des ambitions personnelles. Et il y en a d'autres aussi qui ont des craintes que peut-être que le dialogue puisse prendre une autre direction que celle qu'ils imaginent et que cela pourrait également mettre un peu en péril leurs propres privilèges et avantages. Donc, il faudrait que ceux qui analysent la situation tiennent compte de tous ces paramètres. Je pense que ce n'est pas aussi facile de dire que voilà, il y a un camp qui veut conserver quelque chose, il y a un autre camp qui veut voilà, détruire ce que les autres veulent conserver. Ce n'est pas ça. Et moi, je vous dis en toute sincérité, comme je l'ai dit le jour de notre première rencontre en plénière dans le huis clos gouvernement politico-militaire, le temps de vouloir prendre le pouvoir par les armes est révolu. Mais le temps de vouloir conserver le pouvoir également par les armes est révolu. Il faudrait que les Tchadiens sachent se parler et en toute sincérité et travailler ensemble sur l'avenir de ce pays, parce que si on ne préserve pas ce pays, on risque de retomber dans les travers regrettables du passé, comme les événements de 1979 avec 11 tendances, une guerre civile de 9 mois dans notre capitale, et depuis lors, on ne fait que s'auto-détruire. Je pense qu'on doit dire que ça suffit. Ça suffit pour que le Tchad redevienne un pays normal et que chaque Tchadien puisse occuper sa place en tant que citoyen. Et pour effectivement en arriver là, il faut que le pays repose sur une justice véritablement indépendante. Tant qu'on a, voilà. La dernière question, monsieur le ministre, c'est que vous l'avez si bien dit, vous avez retardé votre départ pour prendre ceux qui vont aller avec vous. Il y aura des signataires qui veulent revenir rapidement vers leur lieu de départ avant d'envisager de revenir à N'Djamena et assister au dialogue. Est-ce que, à votre avis, les dispositions sont quasi prêtes, que le CODNI a déjà géré les problèmes d'intendance, de logistique, de prise en charge? Vous savez, comme on le dit, quand on accueille tout un monde, c'est un événement.
Et c'est un événement qui se veut franchement carré au niveau du protocole, au niveau de tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que là, on est sur une dernière ligne droite? Vous pensez que quand tout le monde va se déverser vers Niamey, on a quand même les moyens de cette volonté-là? En effet, la tâche n'est pas facile. Je pense que CODNI doit accueillir de l'intérieur, de l'extérieur, plus de 1000 quelques délégués, les accueillir, les héberger. Ce n'est pas évident. Certainement, tout le monde ne peut pas être hébergé. Ceux de l'intérieur doivent peut-être être logés chez eux ou en tout cas chez leurs parents. Mais pour ce qui concerne les politico-militaires, je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a le CODNI, certainement, qui est censé d'abord envoyer les invitations nécessaires au nombre de délégués accordés à chaque mouvement, les accueillir, les héberger. Mais je sais que le président du Conseil militaire de transition, qui était venu ici avant la signature de l'accord, n'était pas venu juste pour assister à la cérémonie, mais était venu pour effectivement rencontrer les uns et les autres et les rassurer qu'ils ne vont pas regretter s'ils rentrent pour participer au dialogue. Et je pense que sur ce plan, le président ne veut décevoir personne. Donc, certainement, s'il y a des délégués qui vont rentrer, ceux qui doivent participer au titre de leur mouvement, au dialogue, les formalités incombant au CODNI doivent être remplies par le CODNI. Mais également pour les autres, je pense que le président voudrait bien faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour que personne ne soit déçu et que personne arrivé à N'Djamena ne puisse dire que mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait rentrer. Et le président est très conscient donc des enjeux liés à la mise en œuvre de cet accord. Et nous également, pour avoir participé à cette œuvre salutaire, nous allons tout mettre en œuvre pour que qu'il ne puisse y arriver quelque chose qui puisse rendre les gens qui rentrent soient malheureux. Donc nous allons, c'est une mission vraiment collective, mais comme vous l'avez dit, la tâche est extrêmement délicate. Il se pourrait que le CODNI puisse rencontrer des difficultés en termes d'accueil, d'hébergement, mais ce ne serait pas quelque chose de volontaire. Donc, quelque chose pourrait peut-être arriver à tel ou tel, mais on va mettre ça sur le compte, je pense, un peu d'insuffisance dans l'organisation, et que si quelque chose de pareil arrive, je demanderai d'avance la compréhension de ceux qui vont rentrer directement de Doha ou qui vont venir d'ailleurs, que c'est juste lié à une organisation et qu'on nous signale. Si ça répond, ça relève du CODNI, on va demander au CODNI d'apporter effectivement la réponse nécessaire. Si ça ne relève pas du CODNI, nous allons continuer à suivre, donc de notre côté, autant que faire se peut, informer les services compétents concernés pour que des solutions soient apportées le plus rapidement possible aux problèmes qui pourraient se poser éventuellement. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci infiniment. Merci.